Fruit Addict. Salut. Et ben voilà, ça y est, on a eu pas mal de vos questions, c'est super intéressant. Je vous remercie de nous solliciter sur tout ça. Et puis on va essayer de répondre au mieux. Ouais, carrément. Donc là en plus on vous avait fait une petite présentation des fruits qu'on a en ce moment de saison. Et puis après on vous fera une vidéo tout bientôt sur la dégustation. Allez, j'y vais. Alors d'après vous, combien faut-il de surface pour être en autonomie pour avoir des fruits toute l'année? Ça c'est une question de Patrice. Ouais, bon, c'est une question pareille qui est pas évidente. Alors celle-là, elle n'est pas évidente à répondre parce que ça dépend de ce qu'on appelle autonomie. Si c'est autonomie alimentaire... Je pense que c'était dans ce sens-là, ouais. Oui, mais après, si c'est alimentaire mais basé que sur du fruitier... oui, c'était sur des fruits toute l'année. Des fruits, alors, pour une autonomie donc en fruits. Alors, il faut quand même un petit peu de place, voilà, parce que ce sont pas des légumes, ça reste quand même, la plupart des fruitiers nécessitent un petit peu d'espace. On a des arbres qui se développent et qui vont vite avoir une certaine envergure. Mais je dirais qu'avec, allez, pour faire simple, puis c'est pareil aussi, cette autonomie, c'est par rapport à combien de personnes. Oui. Hein, si c'est pour nourrir une communauté, c'est une chose, si c'est pour nourrir une personne, c'en est une autre. Mais je dirais une petite famille avec du fruit, donc aussi le but c'est d'avoir du fruit toute l'année. Donc ça nécessite aussi un environnement qui s'y prête, c'est pas que l'espace, ça va être aussi un endroit où on va pouvoir faire pousser du fruitier et récolter des fruits toute l'année. Donc ça va être un choix d'espèces qui va être lié bien sûr à cet environnement, au climat. Et voilà, donc c'est pas que l'espace, c'est aussi l'environnement. Mais pour faire simple, je dirais que sur une surface déjà d'1 hectare, on peut déjà planter quand même quelques centaines de fruitiers qui permettront de faire une sélection, un choix, avec donc des espèces qui fructifieront à une certaine période de l'année, d'autres qui suivront, et essayer de faire un roulement comme ça. Alterner aussi, intercaler des petites espèces, des plus grandes. Donc toi tu dis 1 hectare, ça te ouais, semble je pense qu'avec 1 hectare on doit déjà être pas mal pour une petite famille. On peut avoir comme ça une bonne centaine de fruitiers. Il faut aussi prendre quelque chose en considération, c'est le temps avant la fructification. C'est-à-dire pour être en autonomie totale, entre le moment où vous allez planter et le moment où vous allez vraiment récolter pour être en autosuffisance, il va falloir avoir un certain temps. Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Même si c'est issu de marcotte, même si c'est issu de bouture. Ouais. Voilà, je pense que 4-5 ans, c'est le minimum pour commencer à avoir vraiment le fruit de votre travail. Très beau. Non, mais c'est ça aussi, hein. C'est-à-dire que certes, délimiter un espace, enfin se fixer un espace minimum, c'est une chose, mais il y a aussi après cette mise en place, cette mise en œuvre du projet qui va quand même prendre 2, 3, 4, 5 ans. Il y a des choses qui iront plus vite, comme tout ce qui est ananas, papaye, passiflore, pitaya. Ça c'est sûr que en quelques mois, on va dire 2 ans, ça peut, à l'échelle 1-2 ans, ça peut commencer à fructifier et avoir les premières récoltes, mais après il y en aura d'autres, il faudra quand même plus 3, 4, 5, 6 ans. Voilà, donc ce sont des projets, c'est un projet qui va quand même nécessiter un certain temps. Et quasiment sur un travail, pas à plein temps, mais je veux dire, ça dégage aussi un temps personnel qui est conséquent. Oui, parce qu'ensuite cette mise en œuvre, ce verger, hein, si on peut parler de verger, va nécessiter de la taille, du nourrissage, voilà. Donc cette implantation, ce projet d'autonomie fruitière nécessite quand même du temps, certes un espace, mais pas que ça. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont posé cette question, c'est est-il possible d'acheter des graines ou des plants venant de notre pépinière ou notre verger pour ceux qui ne vivent pas en Nouvelle-Calédonie? Alors, on aimerait pouvoir le faire, mais pour l'instant, on n'a déjà pas de graines laiteries, pas de stock de graines. On garde nos graines principalement pour nos propres vergers ou maintenant qu'on a développé la pépinière pour faire multiplier en fait nos fruitiers pour la pépinière. Et puis il y a d'autres contingences qui sont plus, on va dire, d'ordre administratif. Ça coûte très cher dans l'envoi des graines
de Nouvelle-Calédonie, c'est cher et c'est compliqué. Oui, la problématique aujourd'hui, on a quand même des soucis comment dire, d'acheminement, hein, avec notamment la poste, alors pas forcément que la poste de Nouvelle-Calédonie, hein. Là je vois l'autre jour on a envoyé des colis en Afrique du Sud, les colis sont bloqués en Australie, la poste australienne apparemment est dépassée, donc on se retrouve avec des délais d'acheminement limite irréels, on est sur 3 mois, 4 mois, donc il faut savoir qu'il y a quand même des graines qui ont des viabilités qui sont limitées, courtes pour certaines, donc c'est quand même problématique aujourd'hui, je dirais. Ça aurait été il y a quelques années, j'aurais dit oui sans problème, c'est vrai que c'était plus facile. Suite au Covid, là on a eu. Mais là, suite au Covid, on s'aperçoit qu'il y a quand même une désorganisation là, de certains services, notamment la poste, c'est compliqué. Ensuite, il y a tout l'aspect législatif aussi, hein, dans certains, envoyer des graines par endroit, enfin, dans certains pays, c'est compliqué. Ça passe par des autorisations, ça, bon voilà. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, on n'est pas forcément organisé, on n'est pas prêt, et puis on n'a pas forcément envie de s'embêter avec tout ça. Vous trouverez, je pense, plus facilement qu'en Nouvelle-Calédonie, ces fruitiers. Il y a pas mal de sites, il y a pas mal de personnes qui font ça, ne serait-ce qu'en Europe ou aux États-Unis. En cherchant un petit peu, il y a vraiment de quoi trouver des fruitiers que même nous on n'arrive pas à avoir ici. Je dirais qu'on n'est pas forcément les mieux placés. Nous, ça a été très très compliqué pour monter cette collection. Du coup, on va rebondir à la limite sur la question qu'on vous avait posée parce que ça fait écho. Comment avez-vous fait pour importer ces fruits en Nouvelle-Calédonie ? Alors c'est une question qui fâche, qui est compliquée. Bon, il faut savoir quand même qu'en Nouvelle-Calédonie, il y avait quand même des fruits avant même que je m'y intéresse, et heureusement d'ailleurs, même s'il n'y en avait pas beaucoup, même s'il n'y en a toujours pas beaucoup, pas assez. Il faut savoir que quand même donc tous ces fruits qui existent aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, que ce soit dans les jardins, ont été introduits à un moment donné, souvent par des graines, lors de vagues d'immigration ici. On a donc eu le fameux litchi, hein, le fameux litchi qui a été introduit par M. Kabar dans la fin des années 1900, des graines qui venaient de la Réunion. C'est aussi pour ça. Big up la Réunion. C'est comme ça aujourd'hui qu'on a des litchis en Nouvelle-Calédonie. C'est pas un fruitier endémique. Et il y a peu de fruitiers endémiques de non, Calédonie, il n'y en a pas. Il y a des fruitiers endémiques, mais ce sont des fruitiers qui ont plus une valeur ornementale. Ce sont des fruitiers plus destinés à la collection, mais c'est vrai que bon, tous ces fruits... Les fruitiers qu'on a au jour d'aujourd'hui, ça vient déjà de l'importation. Ça a été introduit. Tous les fruits qui en Nouvelle-Calédonie ont été introduits, alors plus ou moins légalement. On a une législation ici qui est quand même très limitative, donc pas le choix, ça rentre comme on peut. C'est une législation qui en soi est logique puisqu'on a un biotope qui est très particulier en Nouvelle-Calédonie, du fait qu'on soit une île et qu'on soit une île avec une histoire géographique très particulière. Donc ça se justifie de faire attention à l'importation des fruits pour éviter des espèces envahissantes ou des maladies qui peuvent abîmer les cultures locales. Oui, et puis la flore endémique aussi. Voilà, tout à fait, et la flore endémique. Cependant, il y a une solution qui n'est pas mise en place, qui s'appelle la quarantaine végétale, qui fait défaut en Calédonie, parce que ce serait une solution idéale pour pouvoir importer des fruits. Mais même sur des fruitiers où l'importation est autorisée, on parle notamment du mangoustan. Oui. On a quand même quelques fruitiers qui sont autorisés à l'importation, mais même ces espèces-là qui sont autorisées ne peuvent pas être importées ici de manière simple et sécurisée, parce que c'est détruit. Parce que c'est souvent détruit à l'arrivée. Bon, après je me mets à la place de ces personnes-là qui sont en charge d'assurer cette sécurité phytosanitaire. On leur demande d'assurer une sécurité sanitaire sans en avoir forcément les moyens. Voilà, c'est vrai que c'est quand même assez incroyable, un pays développé, un territoire développé comme la Nouvelle-Calédonie, ne pas disposer d'une quarantaine végétale, c'est assez quand même hallucinant. Mais bon, on en est là, donc c'est aussi pour ça que tout est plus ou moins interdit ici. Et c'est très très compliqué de faire rentrer ici des espèces, des nouvelles variétés d'espèces de fruitiers. Voilà. Mais malgré tout, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été introduites ici au fil du temps. On a des communautés asiatiques qui sont venues ici en Nouvelle-Calédonie avec leurs graines. Je pense aux Indonésiens,
javanais, thaïlandais, philippins. Donc on ramenait des graines, on plantait ça et aujourd'hui on a ces arbres dans des jardins. On a aussi la communauté antillaise et réunionnaise qui a ramené aussi pas mal de choses. On leur doit notamment les fameux abricotiers des Antilles, les quenettes, tout ça sont des choses qui ont été ramenées par ces communautés-là. Donc heureusement qu'on a ces communautés en Nouvelle-Calédonie qui ont permis au fil des immigrations, d'introduire des espèces pour diversifier en fait le choix fruitier. Voilà. Donc nous on récupère beaucoup. En fait, on a vraiment, voilà, on est beaucoup dans l'échange avec des graines, des semis, des marcottes, des boutures, pour aller, aller chercher, aller recueillir en fait toutes ces variétés. Non, à une époque, il y a 20 ans, quand j'ai commencé à m'intéresser à ces fruitiers-là, je voyageais beaucoup, donc c'est vrai que puis la législation n'était pas forcément ce qu'elle est aujourd'hui, qu'il n'y avait pas les mêmes contrôles et tout ça, donc j'ai pu ramener pas mal de choses. C'est comme ça que moi et puis quelques autres personnes que je connais ici qui ont aussi de belles collections. Bon, c'était une époque, il y a 20-30 ans, on pouvait ramener des choses, c'était pas la même problématique qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus compliqué, c'est plus restrictif et il faut faire quand même attention. Alors que la demande est grandissante. Ben, bien sûr, et puis en plus la Nouvelle-Calédonie mériterait tout pour faire pousser. C'est quand même quelque chose qui m'avait choqué moi à l'époque. Je trouvais que la Nouvelle-Calédonie c'était un désert fruitier. Ça l'est toujours plus ou moins malheureusement, hein. Mais je trouvais ça assez paradoxal parce que de notre côté ici, il y a toutes les conditions sont réunies. Et on a des microclimats sur les loyautés qui pourraient, mais vraiment, on a des sols qui sont quand même assez différents, des microclimats, on a de l'eau ici en Nouvelle-Calédonie, on a un climat qui est quand même assez adapté, particulièrement bien adapté à... Et on pourrait avoir une multitude de fruitiers ici, de variétés, d'espèces, toute l'année. Sans importation. Non, sérieusement, c'est pour ça que c'est vraiment ici, c'est vraiment paradoxal et cette situation est vraiment anormale et j'espère que ça changera. J'espère qu'on va contribuer. On essaye à notre petit niveau de faire un peu bouger les lignes, d'essayer de faire évoluer tout ça. Alors même si on ne le fait pas comme on aimerait pouvoir le faire. Mais bon voilà, on essaye d'amener notre pierre à l'édifice. Nous en tout cas ici, on a quand même pas mal, on a un parc à bois aujourd'hui qui est quand même... qui commence à être important. Eh bien, rebondissons sur la question suivante. Combien de variétés avez-vous? Alors les variétés, c'est plutôt les espèces. Plutôt les espèces, parce que des variétés, il y a une multitude. Des espèces ici, on a donc essayé de faire un petit inventaire de la collection. On a en gros 250 espèces de fruitiers dans la collection. C'est quand même pas mal. Les variétés, c'est plusieurs centaines. Voilà. Mais en espèces de fruitiers, environ entre 250. Quels sont les fruits qu'il est préférable de marcoter plutôt que de semer? Les fruits qui est préférable de marcoter, deux choses là-dedans. La première, l'intérêt, c'est quoi l'intérêt? Je crois que ça rejoint aussi une question qui avait été posée, l'intérêt entre le semis, la marcotte ou Quelle solution de multiplication, ça c'est une question de Cool Monkey, quelle solution de multiplication est la plus rapide pour avoir des fruits, graines, boutures ou marcottes? Donc ça recoupe un petit peu ça. Alors, j'ai envie de dire que l'intérêt de la multiplication végétative, on en a déjà parlé dans certaines vidéos, ça permet de conserver les caractéristiques d'une variété, d'un fruit. C'est-à-dire que un arbre donne des fruits de qualité, l'idée c'est d'essayer de reproduire la même chose. Donc là, c'est intéressant de multiplier végétativement cette variété. Donc ça passe par de la marcotte, de la bouture ou de la greffe. L'autre avantage de la multiplication végétative, c'est de gagner un petit peu de temps par rapport à la mise à fruit. Voilà. Le seul inconvénient, ça va être la durée de vie. Oui, alors ce sont des arbres qui auront une durée de vie un peu plus courte, mais ça a des avantages et des inconvénients comme toutes les solutions. Voilà. Mais après, j'ai envie de dire aussi que la multiplication par graines peut avoir aussi un intérêt, sans compter qu'il y a des fruitiers qui vont très très vite, pour lesquels qui sont aussi fidèles, c'est-à-dire que c'est la graine. La bio, par exemple. Ouais, la graine va donner un fruit d'une qualité similaire. Voilà, donc la multiplication par semis peut présenter aussi des avantages et dans certains cas permet aussi une mise à fruit quasiment aussi rapide qu'une multiplication végétative. Voilà. Alors, quel fruitier est-il possible de propager par bouture?
Bah, quasiment. On est dans le même thème là, hein, la reproduction. Ouais, j'ai envie de dire quasiment toutes les espèces peuvent être multipliées par bouture. Alors après, certaines. Peut-être plus difficilement les sapotacées. Ouais, voilà. Il y a du latex aussi. Certaines se bouturent plus facilement que. On a des mouches. On a des mouches. Certaines se bouturent et se multiplient plus facilement que d'autres, ça c'est certain. Mais en principe. La plupart, quasiment toutes les espèces peuvent se multiplier. Là, on est en ce moment en train de faire pas mal d'essais sur le bouturage. Ouais. Avec plus ou moins de réussite. On est assez impatient de manière générale. Donc, on va un peu vite parfois ouvrir nos boîtes à bouture. Mais voilà, on apprend. Hein, nous, et puis on fait encore des essais. On réussit pas tout encore. C'est aussi ça qui fait le charme. Le charme. Et c'est le charme agir. L'intérêt de collectionner des fruitiers, de multiplier des fruitiers, c'est qu'on en apprend tous les jours. Il y a des choses sur lesquelles on a des réussites et puis d'autres, ça se passe plus compliqué, où on apprend, notamment sur le mangoustan, parce que là, tiens, mais regarde, mais quelle transition. Est-ce que vous faites pousser des mangoustans? Ouais, alors on a la chance d'avoir quelques mangoustaniers qui fructifient ici en Nouvelle-Calédonie. Alors ce sont des arbres qui ont été introduits il y a longtemps. Parce que le mangoustanier quand même prend un certain temps avant de rentrer en fructification. C'est une garcinia, donc famille des Cusiacées. Donc comme toutes les garcinias, il y a une mise à fructification qui prend quand même 5, 6, 7, 8 ans selon l'environnement, selon l'espèce. Voilà, mais donc mangoustan, oui, on a du mangoustan. Alors l'année dernière, on n'a pas eu de fruits, exceptionnellement. En général, il fructifie. On a 2 arbres qui fructifient tous les ans. Cette année, on croise les doigts. En général, les floraisons sont en début d'année, on va dire courant février. On a la fructification, la récolte se fait au mois de juin, juillet. Voilà. Donc, on essaye de les multiplier par greffe, par bouture, par marcotte, mais pour l'instant, ça fait partie encore. Ça fait partie encore des quelques fruitiers où on a du mal. On n'a pas encore trouvé la technique pour pouvoir les multiplier végétativement. Par contre, on les multiplie par semis. Donc les ratatouilles ne les mangent pas. Bien que les derniers semis qu'on a pu faire, il y a 2 ans, on en avait pas mal. On en avait pas mal, on n'avait pas eu de bol, on s'est fait tout dézinguer par des rats. Ah ouais, on a eu des boules. Le matin, là, on se réveille, on était là, comment vont nos bébés il n'y en a plus, et les rats avaient tout bouffé. Comme par hasard, ils ont choisi vraiment. Ah la vache, c'était rageant parce que. C'était une époque où la pépinière, on ne l'avait pas non plus organisée comme elle l'est aujourd'hui. À l'époque, c'était une pépinière qui était pas forcément très bien organisée, pas très bien sécurisée. Donc aujourd'hui, on a corrigé un peu le tir là-dessus. Ceci ne se reproduira plus. Oui. Croyez-le. Certaines choses qu'on multiplie aujourd'hui sont protégées, donc les ratatouilles. Normalement, on ne devrait plus avoir d'embêtement. Quels cocotiers peuvent pousser en bord de mer, hormis le cocotier? C'est Yesebi qui nous pose la question, qui est en Afrique. Ouais, le sel. Alors les embruns. Alors il y a 2 choses. Il y a les embruns. Et puis il y a aussi après les sols, donc des sols qui sont salins, là c'est beaucoup plus compliqué. Mais j'ai envie de dire qu'il y a quand même quelques espèces qui s'y prêtent. Donc on a bien entendu le fameux cocotier. Hormis le cocotier. Hormis le cocotier, pardon. Hormis le cocotier. Alors, hormis le cocotier, on a quelques palmiers. On a des palmiers, comme je pense au dattier, par exemple. Je pense que le salac, ça s'adapterait. Ah, je sais pas. Non, je pense pas. Non, mais par contre, les palmiers dattiers, là, il n'y a aucun souci. Ça va s'accommoder. Après, pour ce qui est des fruitiers, je pense aux figuiers, je pense aux grenadiers. J'avais, à l'époque, j'avais un terrain là qui était en bord de mer, là, un peu plus loin, là, sur le Vallon d'Or. J'avais tout ce qui était citrus, qui s'accommodait aussi pas trop mal. Mais à un moment, quand les citrus vont chercher en eau, non, les racines, là on parle d'embrun, on parle d'exposition à l'air marin. Ah oui, après il faut faire attention quand même. Je pense pas que des systèmes racinaires de citrus là. Au bout d'un moment, que c'est sous dans l'eau saline, ça. De toute façon, j'ai envie de dire que la plupart des fruitiers, si vraiment le sol là est salin, c'est compliqué. Ça va être compliqué. Voilà. Par contre, si c'est juste un bord de mer avec des embruns, là on a tout ce qui est
grenadier, figuier, ça va pas trop poser de problème. On a aussi des fruitiers, je réfléchis par rapport à mon expérience. Le baël en Inde, je sais que baël aussi on peut retrouver ça en bord de mer, il n'y a pas de souci. On va avoir, ouais, mais enfin c'est pas simple, c'est pas le meilleur environnement pour faire pousser des citrus, des fruitiers. Mais les citrus vont s'accommoder d'en ça sera pas si pire. Non, ça sera pas si pire. Ouais. Alors, toujours une question de Yesibi. Est-ce que tous les anonacées requièrent le même type de sol et de traitement, notamment voilà, entre le biriba, la pomme cannelle, le corosol? Est-ce qu'ils ont besoin de sols différents ou est-ce que finalement ça ne s'acclimate pas? Les anonacées, cette famille-là, c'est ok pour c'est une grande famille, je crois qu'il y a plus de 2000 espèces, ou 2500 espèces, une centaine de genres. C'est quand même, donc par rapport à ça, on a même si ce sont toutes des anonacées, on a certains sont des arbres, d'autres ça va être plutôt des arbustes buissonnants, d'autres ça va être il y a aussi dans la famille des anonacées quelques lianes. Donc non, la réponse est non, toutes les anonacées n'ont pas les mêmes besoins. Bon, parmi les plus communes, tout ce qui est pomme cannelle, biriba, corosol, tout ça, on s'aperçoit par exemple le corosol, on a fait une vidéo l'autre jour. Oui. On s'aperçoit que les corossols ont besoin de sol humide, ont besoin d'humidité, notamment par rapport à la pollinisation, donc des environnements un peu plus humides. La pomme cannelle, elle va s'accommoder d'environnements plus secs. Oui. Donc non, la réponse est non, elles n'ont pas tous les mêmes besoins. C'est pour ça qu'on fait des vidéos différentes en fonction des fruitiers et pas que des familles. On ne fait pas des vidéos sur les anonacées, on fait vraiment, comme vous avez vu, le corosol, la pomme cannelle, le biriba. Ouais. Ok. Vous avez aussi dans les anonacées, on a aussi des espèces qui sont tempérées, voire certaines qui vont résister à des températures négatives. Qu'est-ce qu'on va avoir? Je pense comment ça s'appelle, au pawpaw, là, par exemple. Oui. Un fruit, c'est une anonacée, c'est un fruit qui fait le buzz en plus maintenant en Europe, parce que ça s'accommode sans problème de gelée, de température négative. C'est un fruit qui est originaire d'Amérique du Nord. C'est un super fruit. Moi, j'ai pas goûté avec des tonalités exotiques, là, des saveurs exotiques. T'as goûté? Ouais, j'avais goûté. Ouais. C'est un fruit qui est très très intéressant. J'ai mon frère d'ailleurs dans le Lot-et-Garonne qui en a planté. C'est un fruitier qui aujourd'hui s'adapte bien. Qui est en train d'être introduit un peu partout là en Europe, sans problème, sans difficulté, avec des variétés sélectionnées. Donc voilà, des anonacées, il y en a plein et chaque espèce a plus ou moins voilà, même si on peut refaire des groupements, mais non, il faut individualiser un peu là. On passe à la question de isoproduction. J'aime bien cette question, même si elle est toujours un peu piège. Quels sont vos 3 fruits de bouche préférés? Alors, je commence. Compliqué, hein. J'ai décidé de le séparer en 2 réponses. Les fruits tropicaux et les fruits hémisphère nord. Donc pour moi, en fruit tropical, j'ai eu un coup de cœur de dingue pour le coupoissou. C'est un fruit originaire du Brésil. Je vous avoue que on n'a pas fait de vidéo dessus, on a mangé le fruit, mais on n'a pas fait de vidéo dessus. Quand j'ai mangé ce fruit, en bouche, j'avais cette saveur incroyable, mais qui m'a tenu quasiment toute la journée. C'est un fruit assez particulier, assez spécifique, mais j'ai vraiment eu un coup de cœur sur ce fruit. Ensuite, le mangoustan, je ne vais pas être très original là-dessus. Et puis la tchatchaïrou, qui est un fruit qui est vraiment très très bon quand il est à maturité. Puis ça se rapproche un peu du mangoustan. Et puis pour les fruitiers d'hémisphère nord, je suis très classique. Ça peut vous paraître complètement aberrant, mais c'est des fruitiers qu'on a plus difficilement ici. Donc c'est l'abricot que j'adore, un bon abricot du Roussillon, là, qu'est-ce que c'est bon. La pêche aussi, les bonnes pêches, ça c'est délicieux. Et la mandarine, on en a ici, on en a des très très bonnes, on a des excellents agrumes en Nouvelle-Calédonie. Et la mandarine, ça reste un des fruits que j'aime beaucoup en fruits de bouche. Alors à toi, alors ça va être difficile. Bon, c'est compliqué parce que on peut répartir aussi mais pas en sous-famille. On va dire Asie, des fruits tropicaux, subtropicaux, tempérés. Non, 3, donc moi 3 familles que j'adore. Alors je vais déjà partir à partir de on t'a demandé des fruits de bouche. Je vais donner mes 3 choix. Tu veux pas choisir. Mais bon, moi j'adore les anonacées, j'adore les artocarpus. Et j'adore les garcinia. Autant dire qu'il y a des centaines de fruits dans ça. Le choix est pas mal. Donc, mais bon, là-dedans, dans ces garcinia, je choisirais aussi mangoustan
Voilà. Quoique, remarque, non. Allez, je choisirai par. Non, en fait, je vais faire un petit peu. Je vais faire un petit peu original. Okay. Mais ça reste une Garcinia qui se rapproche beaucoup du mangoustan, Garcinia macrophylla. J'ai pas goûté ça. Bacuripari. Voilà. Ah si, c'est vrai que c'est très très bon. Bacuripari, allez, je vais choisir Bacuripari, mais on est quand même dans la. Proche, hein. C'est très proche, hein, que ce soit Chachairou, Bacuripari, Mangoustan, on est quand même dans les mêmes textures, saveurs, tout ça. Voilà, donc je choisirai ça pour les Garcinia. Dans les Artocarpus, je choisirai le Marang. J'ai pas goûté. Voilà, et puis pour les Anonacées, je choisirai une bonne variété d'Atemoya. Voilà. Okay. Voilà mes 3 choix. Et fruits d'hémisphère nord, ce serait quoi? En fruits tempérés, tu veux dire? Figue, hein, toi, mais alors la figue, pas forcément que tempérée. Non, mais oui, je choisirais figue, je choisirais pêche et cerise, bien sûr. Ah oui, non, la cerise aussi. La cerise, une bonne bigarro, là, où il y a du jus tout rouge et qu'on a cueillir sur l'arbre et on a mal au ventre tellement on en mange. Pour les tempérés, moi, ça serait mes 3 choix. Okay. Une bonne pêche, une bonne cerise. Une bonne pêche. Une bonne pêche. Voilà. Ok. Des questions de Cool Monkey qui étaient très intéressantes aussi, merci. Sur les sols lourds ou glaises, est-ce que c'est rédhibitoire pour la plupart des fruitiers en Nouvelle-Calédonie? Il parle de Nouvelle-Calédonie. Hein. Ouais. Ouais, alors c'est une question qu'on a beaucoup en pépinière, beaucoup, parce que effectivement, il y a beaucoup de sol hydromorphe ici. Il est évident que bon, quand on a ce type de sol-là, on est handicapé, dans le sens où la plupart des fruitiers vont adorer l'eau, mais on va avoir besoin de sols drainants. Donc quand on se retrouve avec des sols argileux, là, hydromorphes, ça limite quand même pas mal le choix. Alors bien sûr, il y a quand même malgré tout quelques fruitiers qui vont être adaptés et qui vont... alors on va faire une petite différence entre des fruitiers qui vont particulièrement apprécier ces conditions-là. Il y en a quelques-uns. Je pense notamment beaucoup aux Garcinia. Les Garcinia, ça ne va pas forcément les déranger d'être dans ces sols-là humides, un peu hydromorphes. On a aussi des choses là, comme le noisetier de Cayenne, tu sais, les pachira, tout ce qui est pachira, tout ça. Bon là, ça va s'accommoder. On a aussi quelques anonacées. On parlait tout à l'heure, pour revenir un peu sur la question, dans les anonacées, c'est très rare les anonacées qui vont s'accommoder de ces sols lourds, mais on en a une, c'est la fameuse anone des marais. Bon, au niveau gustatif, c'est pas terrible. C'est pas terrible, mais bon, voilà. Ça permet justement de faire des porte-greffes pour des ananas différents. C'est pas que spécifique aux ananas, hein. Là, c'est vraiment pour la plupart des fruitiers. Ma réponse, elle est simple. Hein. Je dirais qu'il y a quand même peu de fruitiers qui vont apprécier ces conditions-là, ces types de sols, donc le choix est quand même très limité. Alors après, il y a la solution aussi de préparer le terrain. On peut faire évoluer ces sols-là, mais en faisant des gros trous, en mettant du sable, du calcaire, en amendant énormément avant de planter les fruitiers. Ça demande un travail de fond qui est quand même assez lourd, je trouve. Ça reste quand même contraignant, et puis bon, à un moment donné, ces arbres, quand les systèmes racinaires vont piocher dans le fond, et qui vont tomber sur ces couches de glaise complètement hydromorphes. Ça risque de les tuer. Il y en a certains, ils supporteront pas. Donc ça risque de pousser pendant quelques années, mais... ce serait tellement décevant faire tout ce travail pour rien. Donc bien faire un choix adapté par rapport à ces sols-là, ou sinon tout simplement déménager. Et trouver des sols plus adaptés. Quel espace, toujours une question de Cool Monkey, quel espacement conseillez-vous entre deux pieds de la même espèce? Ça va dépendre en fait de la taille de l'arbre mature. Ça va dépendre des espèces tout simplement. On peut planter des abious assez proches parce que c'est pas des arbres qui vont monter au plafond et qui ont des racines de dingo. Par contre, effectivement, on va essayer d'éviter de mettre des mappés côte à côte, puisque dans 20 ans, c'est des trucs qui va des monstres. J'ai envie de dire deux choses là-dedans. Ça dépend ce qu'on veut faire comme type de... Si on veut les cultiver en verger, donc aujourd'hui, il y a une mode là, depuis quelques temps là, qui s'appelle High Density Orchards. C'est-à-dire que... Oh, tu nous l'as redit en anglais. Et donc, c'est-à-dire que ce sont des vergers qui sont plantés très serrés. Donc, ça nécessite beaucoup de taille. Mais bon, c'est par souci d'augmenter la productivité de ces vergers-là. C'est-à-dire dans un espace déterminé, on essaye de mettre un maximum d'arbres. Voilà, mais bon, ça c'est une chose. Après, j'ai quand même envie de dire, la réponse, elle est quand même directement lié à l'espèce, c'est-à-dire que vous avez des espèces qui vont faire des arbres d'une certaine taille. Je pense des litchis, par exemple, des litchis, tout ce qui est néphélium, des ramboutans, des litchis, bon, il faut laisser... Les nefs et tout ça. Voilà, il faut laisser 8-10 mètres.
8-10 mètres entre chaque arbre. Et puis après, vous avez des choses qui nécessitent un peu moins d'espace. Oui, de la goyave, du biennois. Voilà, mais d'une manière générale, il faut quand même 2, 3, 4 mètres entre chaque arbre, si on veut pouvoir les laisser se développer normalement, quoi. Ok, toujours une question cool monkey. Y a-t-il des fruitiers qui se plaisent et qui fructifient à l'ombre? Alors pareil, question intéressante, c'est un peu comme pour le sel, c'est un peu comme pour les solidromorphes, l'ombre pareil convient pas forcément à la plupart des fruitiers, parce que déjà les arbres ont besoin du soleil, de la lumière pour faire la photosynthèse, pour qu'il y ait cette énergie dans les arbres pour que ça puisse fructifier. On s'aperçoit aussi que le soleil est important pour la coloration des fruits. La maturation. Et la maturation, voilà. Donc, bon, il y a quand même quelques fruitiers qui vont pouvoir s'accommoder de ces conditions à l'ombre. J'ai envie de dire quand même mi-ombre, oui. Parce que si c'est vraiment du sous-bois ou de l'ombre, du sous-bois, là, il y a quand même peu d'espèces. On le voit quand on se promène dans une forêt, il y a peu d'espèces qui sont sous la canopée. Qui sont à hauteur d'homme. Ou alors ces arbres vont pousser ils montent au ciel pour chercher la lumière. On dit pour chercher la lumière, voilà, donc ils vont pousser de manière parfois un peu exceptionnelle. C'est tout simplement parce qu'ils ont besoin de cette lumière pour pouvoir se développer et fructifier. Voilà. Donc il y a quand même quelques espèces, je pense au baies. Je pense le fruit miracle, oui, il aime bien l'ombre. Il aime bien l'ombre. Bon, après tout ce qui est baies, les cassis, les fraises, tout ça, bon, ça c'est vrai que ça va aller dans les sous-bois, on va retrouver là, les murs, des choses comme ça, là, il n'y a pas de souci, on peut mettre ça à l'ombre. Après, j'ai envie de dire, il y a quelques garcinias, encore une fois, la forêt amazonienne, là, notamment tout à l'heure je vous parlais de Garcinia macrophylla, là, le Macuripari, ça va se contenter aussi, ça va pousser et fructifier. On a des arbres là au Montmou là, qui fructifient, ils sont vraiment dans le sous-bois, ils sont à l'ombre. Donc ça va le faire, à condition qu'il y ait de l'eau bien sûr. Mais voilà, bon, il y a quand même plus dur. Peu de fruitiers qui vont s'accommoder de plein ombre. Alors, coup de monkey, si tu as un sol argileux et où tout est à l'ombre, effectivement, peut-être qu'il serait judicieux de trouver un autre spot pour planter les fruitiers. Parce que là, c'est vrai que là, ça cumule un peu les galères. Ouais, ça cumule, là, et le choix il va être très limité. Ça va être compliqué. Ouais. Ok, une question d'Aroma Anaoa. Comment reconnaître les différentes variétés de pitaya? En fait, il faut juste les ouvrir. Déjà, la peau va te donner la couleur. Et puis, quand tu vas ouvrir, ça va être la chair. Le Vietnamese White, il a une peau rose avec une chair blanche. Le Megalanthus jaune, il est jaune avec une chair blanche. Oui, alors après, la question, c'était peut-être les reconnaître comme ça de visu par rapport à la... Oui, alors là, tu parles par les reconnaître par rapport aux fruits. Ah, mais oui, par rapport aux boutures, aux branches. Ouais, aux branches. Alors ça nécessite un peu d'expérience. Ouais, on commence à les reconnaître facilement, mais c'est vrai qu'ils ont des aspects. Spécificités. Le rouge, par exemple, il a un petit dentelle. C'est un peu il y a plus d'épines. Il y en a qui est plus épineux. J'ai envie de dire qu'il y a quand même pas mal vraiment beaucoup de variétés. Et d'espèces aussi, de cactés, et donc elles ont toutes plus ou moins leur aspect, leur forme. Ok. Donc voilà. Une question de Marie, plusieurs questions que j'ai bien aimé tes questions, Marie. J'ai une question un peu bébête, mais il n'y a pas de question bébête parce que déjà si tu es en métropole, tu connais pas forcément la saisonnalité et puis le temps qu'on a ici. Effectivement, on fait des photos, on privilégie les moments où il y a du soleil. Mais parfois, je t'avoue que c'est compliqué, qu'on attend, surtout que là, ça fait 2 ans qu'on est en ignare, c'est-à-dire qu'on a des pluies torrentielles quasiment. On a fait quelques vidéos sous la pluie, enfin, du moins on s'est fait surprendre. Mais on est plutôt, depuis 2 ans, sous la flotte. Donc on profitait plutôt des espaces de ciel bleu pour courir faire une vidéo quand le temps le permettait. Donc il y a une saisonnalité en Nouvelle-Calédonie et surtout des tropiques. Alors on dit qu'il y a 2 saisons, mais en fait il y a clairement 4 saisons. Il y a la saison chaude et la saison dite fraîche. Mais fraîche, on peut descendre quand on est un petit peu en altitude sur les 10 degrés. Et ça va, c'est très tranquille. Ici, on est descendu jusqu'à 12 degrés. Oui, mais ici, on a quand même que 2 saisons. Mais on a la saison des pluies. On a, entre les deux, je trouve qu'il y a quand même... Non, moi, je trouve que c'est trop réducteur de dire qu'il y a 2 saisons sous les tropiques. Même à La Réunion, on disait qu'il y avait 2 saisons. Il y a la saison des pluies, il y a les saisons intermédiaires, il y a le switch entre la saison chaude et la saison hivernale. On a la saison sèche dans laquelle on se trouve actuellement, c'est-à-dire le mois d'octobre, les mois d'octobre...
Alors une saison sèche normale, bon voilà, c'est un mois et demi de sécheresse. Des fois ça peut s'étendre. On a eu par le passé, la 2019, là on a eu 4, 5, 6 mois de sécheresse. Il y a déclenché, il y a eu beaucoup d'incendies. Là c'est compliqué, voilà. Donc on a une saison sèche, on a une saison plus humide. On a deux saisons des pluies normalement. On a la grande saison des pluies, la petite saison des pluies. Hein. Donc la grande saison des pluies, ça démarre, on va dire en février, mars, avril. Et la petite saison des pluies, c'est juillet un peu, là, juillet-août, un peu l'hiver. Voilà, ouais, c'est vrai que c'est. Et puis bon, le problème aujourd'hui, c'est que ces saisons-là. C'est tout déréglé. C'est un bordel sans nom. Ce climat se dérègle. Donc là, nous, depuis 2 ans, on est quand même. Ces saisons sont de moins en moins marquées. Ouais. On a de l'eau. Alors pour les fruitiers, c'est pas trop dérangeant, à condition, bien sûr, qu'on ait ces sols drainants. Et nous, en l'occurrence, ici, on a des sols hyper drainants, donc ça va, on s'en sort pas trop mal. Autre question aussi de Marie, est-ce que vous avez du vent et si oui, quelles espèces fruitières les résistent le mieux? Alors on a du vent et particulièrement ici puisqu'on est dans une vallée, donc on est dans le creux de la vallée, donc on est plutôt encaissé, donc oui on a des couloirs de vent assez conséquents quand il y a des dépressions notamment, et il y a pas mal d'arbres qui résistent au vent. Oui, bien sûr, il y a beaucoup d'arbres qui s'y prêtent. Alors je parle d'arbres fruitiers, hein. Donc je sais que par exemple en Floride, ils utilisent pas mal de sapotis, par exemple le sapotillier, très résistant. En général, tous ces arbres qui mettent un certain temps pour pousser, ont des systèmes racinaires profonds, bien ancrés. Voilà, des manguiers, ça va résister quand même très bien au vent. Je sais qu'en Floride aussi, ils font pas mal de brise-vent de haies avec des jacquiers. Bon, par contre, le jacquier... C'est un peu cassant. Ouais, c'est cassant, je ne suis pas convaincu. Il y a Mitola qui posait la question, j'avais répondu jacquier, mais après, je disais, mais non, c'est assez cassant. Ça pousse vite, mais ça fait de suite, c'est assez dense. Oui. Donc c'est sûr que ça va bloquer le vent, mais par contre, si ça souffle vraiment, je pense à un cyclone, quelque chose comme ça, ce sont des arbres qui cassent. Sont des arbres qui quand même subissent les conséquences du vent. Hein, ouais. Non, je dirais en brise-vent costaud, sapotillier, caimitier ça casse. Caimitier ça casse. Ah bon? Ouais. Je pensais que c'était costaud comme ça. Non. T'as vu la dernière vidéo qu'on a fait là, celui-là on n'avait pas eu besoin de l'étêter parce qu'en fait il a cassé. Non, je dirais ça, manguier, ça tient bien. Voilà. Bon, il y a des fruitiers quand même qui comme ça, qui font le job, il n'y a pas de problème. Ok. Alors, question goût. Y a-t-il des fruits exotiques d'une même famille, toujours Marie, hein, mais avec des goûts et textures si différents qu'on les réserve pour des usages distincts? Alors, moi je dirais que dans la famille des anonacées, il y a tellement de goûts différents entre la pomme cannelle, le corosol, etc. Mais c'est quand même principalement des fruits de bouche, même si le corosol, on en fait beaucoup de sorbet, de jus. On va faire une différence entre, il y a des fruits qui sont quand même particuliers, qui sont dits fruits de bouche, donc ceux-là sont destinés à être consommés comme ça directement. Et puis ensuite on a des fruits qui sont dits de transformation, Que demande Marie, c'est dans la même famille. Ah, dans la même famille. Oui, bien sûr. Donc voilà, on a les flacourtières par exemple, qui sont des choses qui vont se transformer. Les Garcinia xanthochimus, le gamboge qui est un fruit de bouche, mais fort, dans cette famille réservé à la transformation. Voilà, il y a plein d'exemples en fait. Voilà, par exemple dans la famille donc des clusiacées, donc les garcinia, vous avez le mangoustan, vous avez la chachaïrou, ça sont des fruits de bouche. Et puis vous en avez d'autres comme par exemple le gambojé qui sont plus des fruits, on a fait une petite confiture d'ailleurs le jour, qui sont plus des fruits de transformation. Voilà, les flacourtiacées, donc on parle de cette fameuse fruit du gouverneur. On a des variétés qui sont des fruits de bouche où il n'y a pas du tout d'astringence. Et on mange ça comme des prunes, et puis d'autres, vous pouvez même pas les mettre dans la bouche. On va parler d'une famille que tout le monde connaît, c'est la banane. On a dans les bananes des bananes qui ne sont que à cuire. Les plantains, les bananes chef, etc. Qu'on va utiliser que cuites. Et des bananes de bouche en fait, qu'on connaît plus traditionnellement en Europe. Donc oui, effectivement, dans les familles, il y a des choses qu'on va consommer de différentes manières. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions, mais je crois qu'on a fait le tour. C'est pas mal en tout cas, les questions sont super intéressantes. Ah oui, c'était super. Si vous ne devriez garder qu'un seul fruitier dans votre jardin, quel serait cet arbre? Ah, la question impossible à répondre. C'est compliqué, alors j'ai envie de dire, j'essaierai de garder un fruitier qui fructifie plus ou moins toute l'année, pour dire d'avoir du fruit quand même régulièrement. Un Jacques. Au niveau autonomie et nourrissage et goût, je trouve que le Jacques, on peut en avoir quasiment toute l'année, et puis on peut et le cuire, et le manger en fruits de bouche, et le déshydrater, et le transformer en référencement protéinaire. C'est ça, donc une espèce de fruitier qui permet de donner des fruits qui peuvent se conserver, qui permettent...
C'est pas simple comme c'est question, hein, c'est compliqué, pas simple parce que c'est vrai que réduire et limiter tout à un seul fruit, c'est quand même. Et puis ce serait dommage, c'est dur, ce serait quoi. triste, Ça quoi. serait triste. Comme un frigo vide. Ouais. Donc, question un peu compliquée à répondre. Écoutez, merci en tout cas beaucoup pour toutes vos questions. C'était super. Si ce format vous plaît, si c'est intéressant, n'hésitez pas à nous le dire. Comme ça, on pourra réitérer. Continuez à poser vos questions. Et puis quand on aura un certain nombre de questions, on refera une petite vidéo comme ça où on essaiera de répondre à toutes ces questions. Après, nos réponses sont ce qu'elles sont. Elles correspondent à notre expérience. On n'est pas des professionnels, on est des amateurs. On ne prétend pas détenir la vérité. Voilà, les réponses qu'on vous a faites sont liées à notre expérience directement. Et puis après, c'est pas exhaustif, hein, on n'a pas pu non plus tout vous dire. Et, je sais pas combien de temps dure la vidéo, mais déjà ça va être assez conséquent. Peut-être une de nos vidéos les plus longues. Oui, nécessairement. On vous remercie pour toutes vos questions, c'était super. Merci de nous suivre. N'hésitez pas à partager, N'hésitez pas à vous abonner aussi, parce qu'on a 80% des gens qui nous regardent qui sont pas abonnés. Ça c'est pas cool. Ça. C'est cool. Si vous abonnez, ça nous encourage aussi dans la démarche, même si on kiffe faire ce qu'on fait, mais c'est vrai que c'est cool de. Et puis on a quand même un objectif à atteindre. On s'est fixé un petit objectif d'essayer d'atteindre les 1000 abonnés pour la fin de l'année. Donc on compte sur vous. Ouais, carrément. Voilà. Bon, on y va? Ouais. Allez, salut les fruitadis. Tata. Ciao, ciao.